Le discours est toujours le même, mais cette fois-ci, beaucoup moins fort. Pour cette 8e manifestation contre la réforme des retraites, le cortège s'est clairement clairsemé. Et pourtant, certains disent croire encore au retrait de la loi. Je travaille dans les hôpitaux, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la manif, il y a de l'espoir aussi pour gagner. Sinon, nous ne serions pas là. Derrière ces discours de façade, les manifestants ne croient pourtant plus vraiment à un retrait pur et simple et immédiat de la réforme. C'est par un combat dans le temps qu'ils espèrent y arriver, en luttant aussi pour les emplois et les salaires. Il peut reculer d'une autre façon, c'est-à-dire plus tard. Si c'est pas maintenant, ce sera après, mais de toute façon, il faut résister. Emploi, salaire, retraite, conditions de travail, c'est notre travail de faire reconnaître à tout le monde qu'il se passe dans les choses dans les entreprises qui ne sont pas acceptables. Et à partir de là, oui, c'est notre rôle de syndicaliste de faire connaître ça à tous salariés en France. Il faut nous rendre notre retraite, il faut arrêter de nous voler là, notre argent là, que vous n'arrêtez pas de prendre depuis des années, il faut le rendre maintenant. Un nouveau mouvement national est déjà prévu à l'appel de l'intersyndicale. Il pourrait avoir lieu le 23 novembre. À l'ordre du jour, la défense des salariés. C'est en ces termes que les éleveurs qualifient un groupe qui réalise 50% de l'abattage des bovins. Des bovins achetés à un prix beaucoup trop bas pour eux. La viande est prix moyen à 3 € le kilo. Ça couvre à peine les coûts de production. Donc le but, c'est de faire remonter le prix de la viande de 50-60 centimes d'euros, c'est-à-dire autour de 3,50 €. Venus des 4 départements auvergnats, mais également de l'Indre et du Cher, ces éleveurs disent ne plus pouvoir vivre de leur travail. La faute à des coûts de production en constante augmentation depuis 4 ans. Les augmentations, c'est le fioul, c'est les charges fixes, c'est les impôts, c'est tout. Et si vous voulez, quand un produit diminue et que les charges augmentent, il est certain qu'à un moment, ça ne fait plus. Même lorsqu'on possède un cheptel de 130 broutards et 450 porcs. Pour moi qui ai 56 ans, si vous voulez, mon salaire net, j'arrive à me prélever 700 € par mois. Mais chez moi, autour de chez moi, il y a plein de jeunes, si leurs femmes ne travaillaient pas, ils se dégagent rien comme revenu, c'est-à-dire 0 égale 0. Voilà. Pour certains cependant, les éleveurs et les agriculteurs affichent des signes extérieurs de richesse, apparence trompeuse selon eux. Les investissements, il faut malheureusement faire pour pouvoir produire. Les tracteurs sont indispensables et pour certains également, ça peut être aussi les 4x4. Mais par rapport à la situation que l'on vit, aujourd'hui en viande bovine, nous n'avons plus de revenus ou très peu de revenus et ce qui se passe, c'est que les gens sont obligés de s'endetter à court terme pour pouvoir joindre les bouts. Des éleveurs décidés à occuper le site pendant 10 jours s'il le faut pour sauver leur profession. Mais dès demain, des négociations initiées par le ministère de l'Agriculture sont prévues entre les dirigeants du groupe et les organisations syndicales. La cigarette devient salée. Avec cette nouvelle augmentation, le paquet coûte désormais 30 centimes plus cher en moyenne. Pour les buralistes, les clients ne vont pas moins fumer pour autant, ils vont surtout être davantage attirés par le marché noir. Moi, ce que je crains, c'est que cela fasse repartir le marché parallèle, donc les achats transfrontaliers, les achats sur Internet, les trafics en tout genre que l'on peut voir dans la ville. L'augmentation du prix du tabac est censée rapporter aux buralistes 2 centimes de plus par paquet, mais dans le même temps, certaines dépenses augmentent, comme par exemple les frais bancaires. À cause des prix qui flambent, les gens payent de plus en plus en carte bleue, ce qui nous engendre de plus en plus de frais, puisque les banques ne veulent pas jouer le jeu avec nous et nous prennent de plus en plus de frais bancaires par rapport au débit que nous avons. Les buralistes ont de plus en plus de mal à vivre de leur profession. Beaucoup mettent la clope sous la porte, surtout en milieu rural. Aujourd'hui, le Puy-de-Dôme compte 400 buralistes. C'est 12% de moins qu'il y a 7 ans. Voici l'ancien calvaire de Romagna, en plein centre-ville. Depuis, les pelleteuses sont passées par là pour préparer la construction de logements sociaux. De nombreux ossements ont été retrouvés sur le site. La mairie dit en avoir déplacé une grande partie ici, dans le cimetière, dans cette fosse commune en construction. Ce que nous avons trouvé, c'était un mélange de terre et d'os et de restes humains qui n'étaient pas clairement définis dans un ossuaire compartimenté,
Et donc l'ensemble et le cœur de ce dépôt et de ce mélange de terre et d'ossements humains a été transféré. Mais la mairie n'a pas déplacé toute la terre dans le cimetière. Une bonne partie a été mise en décharge ou déposée chez des particuliers comme ici. Problème, cette terre possède encore de nombreux ossements qui aujourd'hui se retrouvent à l'air libre, d'où l'indignation de certains habitants. Les épines, le fémur, tout y est. On pourrait presque en faire un tout entier. Oui, je suis choqué. On est en face d'un des grands tabous qui fondent la société, qui est le respect du mort, quoi. On a pu constater une profanation manifeste de sépultures. La mairie estime avoir agi dans la légalité, en accord avec les services de l'État. Les habitants contestataires, eux, demandent la construction d'un mémorial sur le site de l'ancien calvaire. Par ailleurs, ils ont pris contact avec le préfet et n'excluent pas de porter plainte contre la mairie pour profanation. 30 CDD et 6 CDI supprimés en 2011, une annonce qui attise la colère des salariés du Pôle emploi Auvergne. Les 45% de grévistes de la région, voilà un nouveau pas vers la régression du service aux usagers. Première victime selon eux de ces manques de moyens, les demandeurs d'emploi. Apparemment sous pression, chaque conseiller dit en suivre 150 à 300 par mois, avec 4 demi-journées seulement pour les recevoir. Les salariés se disent incapables de mener à bien leur mission. Vous avez les collègues qui s'occupent de l'indemnisation, c'est-à-dire qu'on appelle chez nous des liquidateurs. Ces collègues-là travaillent dans la précipitation. Ils doivent liquider des dossiers, faire des calculs d'indemnisation dans la précipitation et ils commettent des erreurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a malheureusement des demandeurs d'emploi qui ne perçoivent peut-être pas l'allocation qu'ils devraient percevoir. Et ça aussi, c'est dramatique. Deuxième victime, selon les syndicats, du manque de moyens, les employeurs à la recherche de main-d'œuvre. Ils les disent perdus dans le dédale des plateformes et répondeurs téléphoniques et déplorent que l'idée d'un référent unique soit aujourd'hui impossible à mettre en place. Les employeurs se plaignent effectivement qu'ils sont mal dirigés, qu'ils sont mal reçus, qu'ils n'arrivent pas à trouver un correspondant qui puisse traiter leur offre de bout en bout, comme ça se faisait du temps de la NPE par exemple. Voilà, donc nous on souhaite qu'il y ait une personnalisation, c'est-à-dire qu'un agent soit affecté à un employeur effectivement et puisse suivre les demandes d'un bout à l'autre. Dernière revendication, celle d'une formation systématique et plus poussée des conseillers. Le recours à des CDD de 6 à 12 mois ne permet pas de vraies qualifications selon ces salariés. C'est finalement des embauches qu'ils réclament pour venir en aide aux quelques 49 000 demandeurs d'emploi catégorie A en Auvergne. Pour une quinzaine de foyers de Châteauguay, le 17 juin 2010 reste gravé dans la mémoire, en particulier pour les habitants de cette maison qui ont vécu un moment particulièrement pénible. Nous sommes rentrés vers 17h10 de l'école et avec nos enfants, nous avons entendu de l'eau couler. Et voyant que ça n'était pas dans la maison, nous avons ouvert la porte de garage et là on s'est aperçu que de l'eau rentrait dans le garage. Ce jour-là, un orage très violent éclate, l'eau déferle au long de cette pente et atteint la maison. Un grand torrent de boue en fait est arrivé, a emporté tout ce qui était sous les pavés, donc a carrément détruit toute l'allée là que nous avons refaite, devant et derrière. Tout s'est engouffré dans le garage et a détruit tout ce que l'on pouvait avoir dans un garage. Ça va du congélateur au lave-linge, au sèche-linge, aux 2 voitures qui étaient entreposées dans le garage. 1 mètre d'eau et même 1,80 m dans la cave ont été évacués par les pompiers. Des voisins solidaires sont également venus apporter leur aide. Près de 5 mois après, toutes les traces du sinistre sont effacées. Les meubles ont été remplacés, mais il reste une démarche à effectuer. Reprendre contact avec la compagnie d'assurance suite à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune. L'intérêt du classement en catastrophe naturelle pour tout un chacun, c'est le fait que tout ce qui est, tous les dégâts qui ont lieu à l'extérieur autant qu'à l'intérieur de la maison sont pris en compte. Des dégâts estimés à 50 000 €, une catastrophe qui selon les propriétaires aurait pu être évitée si le terrain au-dessus de la maison avait été busé et l'eau dirigée vers ce bassin d'orage. Ancien élève de la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan, ce capitaine du 92e régiment d'infanterie a déjà connu plusieurs opérations extérieures, au Kosovo, en Côte d'Ivoire et en Afghanistan, un pays où il va repartir pour 6 mois. Tous les départs que j'ai vécus étaient un petit peu différents, mais celui-là je le vis assez sereinement parce que mon épouse et mes enfants vivent ici dans un climat et un environnement sympathique.
Je pense que Clermont-Ferrand est une garnison que mon épouse et les enfants apprécient. Donc on s'y sent bien, elle est bien entourée, la famille est bien entourée. Et même si cette mission peut s'avérer plus périlleuse que la précédente, son épouse vit ce départ assez sereinement. 6 mois, c'est quand même toujours un petit peu long. Je pense aussi qu'on peut dire qu'on ne s'habitue pas au départ, même si dans certaines familles ils sont fréquents. On s'organise et on essaye de le vivre au mieux en ayant des buts, voilà, pour que après les enfants aussi le vivent du mieux possible. Une opération extérieure qui pour cet officier fait partie du cœur du métier, comme pour les 80 hommes de la 4e compagnie qui s'affairent aux derniers préparatifs. Dans un premier temps, une certaine appréhension parce que c'est un nouveau théâtre, qu'on connaît les risques et que la mission va sans doute être longue, difficile et éprouvante. Mais dans un deuxième temps, impatient parce que la préparation a été longue et difficile et que par conséquent, on a envie de pouvoir enfin mettre à profit tout ce pourquoi on travaille depuis, pour certains, de très longues années et pour d'autres, de très longs mois. Chaque homme a droit à un paquetage de 50 kg répartis en 3 fardeaux et parmi les effets indispensables, quelques objets personnels. Des militaires qui peuvent avoir des contacts téléphoniques réguliers avec leur famille. Aussi, si l'effervescence est palpable, il n'y a apparemment pas de stress. Personnellement, je me languis énormément surtout. Et vraiment, c'est une petite appréhension, mais du stress positif et on est bien. Pas du tout stressant, mais prêt. On est prêt, on n'était jamais aussi près du départ. Les rapaces, nom de la 4e compagnie, s'envoleront dimanche d'Istres. Ils seront opérationnels dès mardi, répartis sur 2 zones d'opération. Si vous avez manqué l'une de nos éditions, retrouvez toute l'info dans le journal de la semaine sur clermontpremière.com.